Au Nigeria, les médecins des hôpitaux publics ont jeté leur blouse. Ils ont entamé une grève ce lundi. Objectif, réclamer le paiement d'arriérés de salaire. En RDC, l'archevêché de Kinshasa et plusieurs édifices de l'église catholique ont été attaqués ce dimanche. Ces actes de vandalisme interviennent 48 heures après l'impasse sur la désignation du président de la CENI. Et puis en Tanzanie, la succession à la tête de l'État n'a rien changé au mode de fonctionnement du pouvoir. La nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan mène une sérieuse traque contre les opposants. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Nigeria, les médecins des hôpitaux publics ont entamé ce lundi une grève. Ils protestent contre le non-paiement d'arriérés de salaire et le manque de moyens dans ces hôpitaux du pays. Les hôpitaux de ce pays le plus peuplé d'Afrique qui crée notamment une troisième vague liée au coronavirus. Cette grève, dernière d'une série menée par l'Association nationale des internes, NARD, qui représente 40% des médecins au Nigeria, a commencé le matin, a affirmé à l'AFP le président du NARD, Oyilawa Okuwa et Yusui. Le syndicat demande notamment au gouvernement d'honorer sa promesse de payer des indemnités aux familles des docteurs décédés alors qu'ils combattaient le coronavirus. Nous demandons au gouvernement de verser des assurances-vie à 19 de nos membres qui sont morts alors qu'ils travaillaient en première ligne, a ajouté le président du syndicat. Les médecins nigérians menacent régulièrement d'entrer en grève, espérant obtenir des autorités le paiement de leurs arriérés de salaire, ainsi qu'une augmentation des moyens alloués aux hôpitaux publics en déliquescence dans le pays. Ils dénoncent notamment un nombre insuffisant de lits, de médicaments et de kits de protection dans les établissements. Le Nigeria, pays de 200 millions d'habitants, comptait 42 000 médecins généralistes enregistrés en 2019, selon l'Association des médecins du Nigeria, NMA, soit 2 médecins pour environ 10 000 habitants. Au moment des premiers cas de coronavirus dans le pays en mars, le docteur Francis Fadouillet, président de la NMA, avait déclaré qu'entre 70 à 80% des institutions publiques de santé n'avaient pas d'eau courante ou suffisamment propre pour se laver les mains. Les autorités craignent qu'une grève ne déstabilise un peu plus le système de santé déjà mis sous pression par l'épidémie de coronavirus notamment, et au moment où il doit vacciner sa population. Le Nigeria a officiellement enregistré 174 315 cas de coronavirus et 2 149 morts. Mais ces chiffres sont sous-évalués, le nombre de tests réalisés étant faible. Et on reste toujours au Nigeria où Abuja a formulé de nouvelles inculpations pour terrorisme contre le principal dirigeant de la minorité chiite dans ce pays. C'est ce qu'a donc précisé un membre de la chambre d'accusation. Les nouvelles inculpations contre Ibrahim Zakzaki interviennent quelques jours après l'acquittement du religieux pour meurtre après plus de 5 ans de détention. Le dirigeant de la minorité chiite du Nigeria et sa femme accusée de meurtre ont été relaxés mercredi par le tribunal de Kaduna au Nord et ont retrouvé la liberté. Le principal représentant du parquet, Dari Bayero, a déclaré que des inculpations pour terrorisme avaient en effet été déposées contre Zakzaki devant un autre tribunal 2 jours avant sa libération. Les accusations englobent les délits de terrorisme et de trahison, a-t-il déclaré, ajoutant que Zakzaki avait refusé de recevoir les nouveaux documents de l'accusation pendant sa détention. Bayero a précisé que la Haute Cour fédérale de Kaduna était actuellement en vacances et que l'accusation devrait attendre septembre avant de réessayer. Ibrahim Zakzaki, fondateur du mouvement islamique du Nigeria, était détenu avec son épouse Zina Ibrahim depuis décembre 2015 après que des violences eurent éclaté pendant une procession religieuse à Zaria. L'armée avait tiré, faisant plus de 350 morts, pour la plupart des chiites non armés, selon des organisations de défense des droits de l'homme. Le MIN, inspiré par la révolution islamique en Iran à la fin des années 1970, est aujourd'hui encore proche de Téhéran et rencontre une grande hostilité au Nigeria où l'élite musulmane sunnite ne cache pas ses affinités avec l'Arabie saoudite. Le mouvement a été interdit par les autorités en 2019. Ces manifestations sont régulièrement matées dans le sang. La minorité chiite nigériane compterait quelques 4 millions de fidèles sur 80 à 85
1,5 million de musulmans au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique. Le sud du pays est lui majoritairement chrétien. Et au Niger, 18 militaires ont été tués ce week-end et 6 autres sont portés disparus après une attaque terroriste. Nous sommes dans le département de Torodi, dans une région proche du Burkina Faso. C'est ce qu'a donc annoncé le ministère de la Défense. 18 soldats des forces spéciales qui sécurisent la zone de Torodi entre le Niger et la frontière burkinabé ont été tués après une attaque terroriste. Le ministère nigérien de la Défense, qui a annoncé la nouvelle ce dimanche soir, a expliqué que les forces de sécurité qui étaient en mission de ravitaillement avaient d'abord été prises dans une embuscade tendue par des groupes armés terroristes avant que les militaires tentant d'évacuer les blessés ne tombent sur un engin explosif improvisé. Selon un communiqué de la Défense nationale, le bilan est très lourd. 15 soldats décédés, en majorité des gendarmes, 7 blessés et 6 portés disparus. Puis ce bilan a été revu à la hausse par le ministre de la Défense et s'élève désormais à 18 morts et 1 civil. Un large ratissage de la zone par des forces terrestres appuyées par l'aviation militaire a été engagé afin de mettre la main sur les terroristes, poursuit le communiqué. Ces soldats morts sont tous de l'opération Saki 2, des forces spéciales qui sécurisent cette zone des 3 frontières à 100 kilomètres au sud-ouest de Niamey. Traqués des 2 côtés frontières burkinabé et nigérienne, les djihadistes, malgré les pertes qu'ils subissent de la part des 2 armées, gardent toujours leur capacité de nuisance avec la pose d'engins explosifs type IED. En République démocratique du Congo, les responsables de l'Église catholique continuent de s'interroger après ces actes de vandalisme. Des dizaines de jeunes ont caillassé, c'était dimanche, l'archevêché de Kinshasa, la capitale. Et dans le Kasaï, 12 édifices catholiques ont été attaqués. Des actes de vandalisme qui interviennent 48 heures après les divergences sur le choix du président de la commission électorale. Ce dimanche 1er août, un groupe de personnes non identifiées s'est présenté à l'archevêché de Kinshasa et à la résidence du cardinal Fridolin Ambongo, scandant des chants et propos désobligeants et commettant des actes de dégradation, a écrit dans un communiqué l'abbé Georges Ndila, chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa. Nous désapprouvons fermement ces actes ainsi que leurs conséquences et invitons tous les fidèles catholiques à rester extrêmement vigilants, a-t-il ajouté. Au Kasaï, 11 églises catholiques et un projet piloté par des religieux catholiques ont fait l'objet d'actes délibérés de profanation, des actes ignobles et particulièrement révoltants, a écrit Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, évêque de Mboudimaï, au Kasaï oriental centre. Ces lieux de culte ont subi une profanation progressive et systématique dont les auteurs ont emporté des tabernacles, vases sacrés, pierres et nappes d'autel, ciboires, meubles et statues du Sacré-Cœur de Jésus et de la Vierge Marie, a expliqué le prélat. Nous condamnons fermement ces actes contre les édifices de l'Église catholique à Mboudimaï et à Kinshasa, même si nous contestons la position des dirigeants catholiques, à commencer par le cardinal Ambongo, a déclaré Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel UDPS. Personne ne peut profiter de la situation politique actuelle, de la position des responsables de l'Église catholique pour s'en prendre à leurs édifices, a-t-il ajouté. Originaire du Kasaï, le président Félix Tshisekedi avait fait le plein des voix à la présidentielle de décembre 2018. Vendredi, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC, ont refusé d'avaliser le choix porté par 6 autres confessions religieuses sur un candidat président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, l'acteur central dans l'organisation des élections en RDC. La loi reconnaît à 8 confessions religieuses la prérogative de proposer le président de la CENI. L'influente Église catholique revendique parmi ses fidèles 40% de la population congolaise. Les arrestations d'opposants en Tanzanie assombrissent l'espoir de renouveau politique dans ce pays, douchant ainsi les attentes de ceux qui pensaient que la politique de Samia Suluhu Hassan, au pouvoir depuis bientôt 4 mois, incarnerait une certaine fracture avec le passé. Après l'interpellation récente d'un leader de l'opposition accusé de terrorisme, les critiques n'hésitent plus à utiliser le terme de dictatrice pour qualifier la première présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, un pilier du parti au pouvoir, Chama Mapinduzi, qui était la vice-présidente de John Magufuli, est devenue chef de l'État après la mort de ce dernier en mars.
Populaire pour sa lutte contre la corruption, ses projets d'infrastructure ou encore l'expansion de l'école gratuite, John Magufuli se démarquait aussi par une politique autoritaire particulièrement rude envers les médias, les critiques et, plus généralement, la liberté d'expression. Rapidement, Samia Suluhu Hassan s'est, elle, tournée vers l'opposition, promettant de défendre libertés et démocratie. Elle a également remanié le gouvernement, nommant certains de ses alliés à des postes clés, mais sans évincer toutefois les soutiens historiques de John Magufuli, notent les analystes. Sa prise de position la plus radicale à ce jour a été de rompre avec la politique covido-sceptique de son prédécesseur, qui minimisait l'importance du virus et appelait les Tanzaniens à lutter contre le virus par la prière. La semaine dernière, en direct à la télévision, la présidente a reçu une première dose de vaccin, lançant personnellement la campagne de vaccination dans ce pays de 58 millions d'habitants. Mais des activistes et membres de l'opposition affirment que la présidente ne se démarque pas de John Magufuli quand il s'agit de faire taire la dissidence. Hassan utilise un très bon ton même lorsqu'elle dit les mêmes choses que son prédécesseur. Sa personnalité fait que cela semble différent, estime Abel Kinyondo, professeur à l'université de Dar es Salaam. En juillet, la police a arrêté en pleine nuit plusieurs membres du parti d'opposition Chadema, dont son président Freeman Mbowe, qui prévoyait un rassemblement appelant à des réformes constitutionnelles. Depuis, Freeman Mbowe, détenu à Dar es Salaam, a été accusé de terrorisme financier et de complot. Ces arrestations ont déclenché la colère dans les milieux de l'opposition, ainsi que des critiques à l'étranger, notamment de la part des États-Unis. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.